Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé. Tout d'abord je vais me présenter, donc je m'appelle Delphine, j'ai 25 ans et j'ai fait une grossesse extra-utérine abdominale. Alors c'est assez complexe et rare, donc c'est pas évident à expliquer. Donc tout d'abord j'ai commencé par une grossesse dite normale. Donc du coup le 13 novembre j'ai appris ma grossesse. J'étais à environ un mois de grossesse. Le 26 novembre, j'ai fait tous les tests avec ma gynécologue. Normalement tous les résultats étaient bons, il n'y avait rien du tout. Donc on n'avait pas fait d'échographie, vu que la première échographie était à 3 mois. Donc à 12 semaines, elle était prévue, tout était organisé, bref voilà. Donc le 13 novembre, j'apprends ma grossesse, 13 novembre 2021, donc il y a très peu de temps. Donc j'apprends ma grossesse. Le 26 novembre, alors, le 24 novembre, c'était un mercredi, donc j'étais au travail et j'ai comme ce qui pourrait paraître être un lumbago. Donc une petite douleur située en bas du dos qui me bloque. Je vais au médecin, à l'ostéopathe le soir même. Bon, tout va bien. Le lendemain, je remboche. Tout va très bien. Plus aucun signe de lumbago, de quoi que ce soit d'ailleurs. Le vendredi, donc le 26 novembre, journée de travail normale. Je travaille dans une crèche. Du coup, donc, il y avait la gastro à cette époque. Du coup, bon, le soir, je rentre à la maison, 20h. J'ai vraiment très mal au ventre. Et puis là, je me dis, oui, il y a quelque chose qui va pas, j'ai vraiment très mal au ventre. Je vomis, enfin, je me mets à vomir. Enfin, vraiment, je me suis dit, ça y est, j'ai attrapé la gastro, quoi. Donc, toutes mes collègues l'avaient attrapé. Donc, bon, je me dis, ça y est, c'est mon tour, quoi. Donc pas sympa, je vomis, j'ai des petits malaises comme je fais habituellement pour mes gastro. Donc quand moi j'ai une gastro, j'ai ces symptômes-là, pardon. Donc du coup je m'inquiète pas. Jusque là ça va, passe plusieurs heures, ça commence à s'intensifier très 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 fort. Donc en fait je n'arrive plus à bouger, les malaises sont de plus en plus forts, je me fais dessus. Donc obligée de me laver, mon compagnon s'occupe complètement de moi parce que moi j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Du coup mon ventre était d'une douleur extrême, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus me bouger, je ne pouvais plus moi-même bouger mon corps, ne serait-ce que ma tête, mes mains, je ne pouvais plus du tout bouger, clairement. Le moindre millimètre que je bougeais était une douleur atroce et pas un seul moment m'est venu d'appeler les urgences. Alors vous allez me dire mais pourquoi? Parce qu'en fait on est tellement dans la douleur que le cerveau il y arrive plus, quoi. Il y a trop de choses en même temps et mon cerveau s'est focalisé sur la douleur et rien d'autre. Et pas une fois j'ai pensé à me dire stop, on appelle les urgences, il y a quelque chose qui va pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Et mon compagnon non plus, parce que lui, il était occupé à nettoyer mes vomissements, enfin à s'occuper de moi. Il était aussi choqué que moi. Donc, et donc, au fil de la nuit, ça s'est vraiment empiré. Donc, les douleurs, je ne pouvais plus bouger. Ensuite est venu le moment où j'avais très très mal. Et j'avais des pertes de connaissance, en fait, des malaises avec des pertes de connaissance. Ce fut un moment assez douloureux, très très éprouvant qui m'a beaucoup marqué. Donc oui, c'est vraiment pas évident. Mon compagnon aussi a été très 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 marqué, il s'en est beaucoup voulu. Après, honnêtement, quand on est choqué, on est choqué. On fait ce qu'on peut et on ne pense pas forcément au pire en fait. Sauf que là, il aurait fallu que je pense au pire. Et moi, je suis restée dans l'idée que c'était une gastro, mon compagnon aussi. Donc on s'est dit en plus enceinte avec une gastro, on savait pas ce que ça pouvait donner, donc on est resté là-dessus. Le problème étant que en fait ce ne fut pas du tout une gastro, mais plus enfin c'était pas du tout une gastro, c'était une hémorragie interne. Donc j'ai fait une longue hémorragie interne qui a duré 12 heures.
Heureusement, ce fut une hémorragie interne douce en fait, parce qu'une hémorragie sévère m'aurait tuée beaucoup plus vite. Je n'aurais pas appelé les urgences, j'étais déjà morte en fait. C'était même plus, il n'y avait plus rien à faire. Là, comme ils nous ont dit, l'hémorragie interne, heureusement qu'elle était douce, parce que si elle n'était pas douce, j'aurais déjà été morte, quoi. Donc en fait, c'est ce qui m'a sauvée entre parenthèses, quoi. Du coup, mon corps ne pouvait plus bouger, à part pour aller vomir, parce que forcément, le corps se contracte naturellement, quoi. Du coup, voilà. Alors moi, j'ai fait ce qui s'appelle une grossesse abdominale, enfin, une grossesse extra-utérine abdominale. Donc eux, ils appellent ça une grossesse péritonéale. Du coup, c'est extrêmement rare, hein. Il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est vraiment, il y en a très très peu. Donc, ça fait très peu de temps, comme vous pouvez l'imaginer. On est le 29 décembre aujourd'hui. Ça fait un tout petit peu plus d'un mois que tout ça m'est arrivé. Donc, c'est encore difficile d'en parler, mais aujourd'hui, j'arrive quand même à en parler parce que je suis bien aidée psychologiquement et suivie parce que ça fait beaucoup de choses ensuite, quoi. Donc, voilà. 8h du matin, 8h30, je sais pas exactement. Je réveille mon compagnon qui a pu dormir qu'une demi-heure à peu près dans la nuit, quoi. Et je lui dis, là cette fois il faut arrêter. Non, je lui ai pas dit ça. Je lui ai dit, cette fois il faut appeler les urgences, ça va pas du tout. Je lui dis là, c'est pas la gastro. Je lui dis c'est pas possible. Je lui dis je n'arrive plus à respirer. Mon corps ne pouvait plus respirer et il n'y avait plus rien, clairement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon corps a réagi parce qu'en fait j'avais les doigts, les mains, les pieds bleus. En fait j'avais plus de sang en fait dans mon corps. Tout était dans l'hémorragie, tout se baladait dans mon corps, si vous voulez. Du coup, donc ce que m'a expliqué ma psychologue qui me suit, c'est que dans ma tête, je n'aurais pas pu penser à appeler les urgences parce que j'étais dans un état de choc en fait. J'étais dans un choc hémorragique assez intense. Mon compagnon aussi, lui, bon, c'était pas hémorragique, hein. Lui, il était juste en état de choc, voilà, de me voir dans cet état. Donc, en fait, le cerveau en état de choc, il pense pas à ça du tout. Il pense pas à appeler les urgences. Enfin, pas tous en tout cas. Et du coup, c'est au dernier moment où le corps relance un dernier appel pour dire avant de mourir, en fait, avant de lâcher. Il lance comme un coup de jus au cerveau pour dire réveille-toi, appelle les urgences. En fait, ça y est, notre cerveau se remet à fonctionner au dernier moment. En fait, là, j'étais dans la dernière heure où on m'a dit 1 heure de plus, c'était fini, hein. Clairement, hein. L'hémorragie était très importante quand même, hein. J'ai perdu beaucoup de sang. Mon pronostic vital a été engagé, hein. Donc, oui, évidemment, c'est pas facile. Donc, le transport, on appelle les urgences. Donc, mon hémorragie a duré une douzaine d'heures. 12 heures, ouais, de 20h jusqu'à 8h, 8h30. Voilà. Je suis transportée aux urgences, donc ils bloquent la route. Enfin, catastrophique. En fait, là, c'était vraiment très impressionnant. La route est bloquée parce que je suis dans un état de choc. J'ai plus de sang dans mon corps. Donc là, transfusion assez rapide, quoi. Donc, le premier diagnostic se pose sur une GU rompue. Enfin, quand ils sont chez moi en tout cas. Donc, GU rompue, on me transporte au plus vite. Je suis extrêmement faible. Je ne tiens plus, en fait, je n'arrive plus à rester éveillée. Mon corps tient plus le choc, quoi. Il n'y a plus rien. Donc, je fais beaucoup de perte de conscience, énormément. Ouais. Du coup, on me transporte vite aux urgences. Heureusement, ils sont à même pas 5 minutes de chez moi. Ils sont à 2 minutes à peine. J'habitais à côté de l'hôpital. Donc, heureusement, en fait, c'était cet hôpital ou rien. Parce qu'en fait, sinon, on m'aurait transporté dans une très grande ville pour pouvoir m'opérer de ça. Parce que ça nécessitait quelque chose de plus important. Bref. Du coup,
donc petit hôpital de ma région, heureusement, qui sont là. Du coup, on transporte, on fait une échographie. À l'échographie, il y a tellement de sang. En fait, on voit que c'est une grossesse rompue, mais on ne sait pas où parce qu'en fait, il y a énormément de sang. J'ai fait une hémorragie de 1,5 litre de sang environ. Donc, très très vite, ils m'opèrent. 9h, 9h30, je suis opérée. Voilà. Donc là, durant l'opération, ils vont chercher une grossesse extra-utérine, trompe ou ovaire, parce que en fait, c'est celle qu'on voit le plus souvent. Finalement, il s'avère que pendant l'opération, ils regardent mes trompes, ils regardent mes ovaires, tout va bien. Mes trompes sont intactes. Et là, ils se disent, mais où est-ce qu'il y a une hémorragie? Où est-ce que se passe la grossesse? Et donc, il ne reste plus qu'une solution, la grossesse extra-utérine abdominale. Donc, grossesse péritonéale, ils appellent ça comme ça. Du coup, ils vont chercher du côté de l'abdomen. Donc, un deuxième chirurgien intervient pour pouvoir extraire mes intestins pour cautériser. Donc, ils enlèvent le fœtus, ils cautérisent là où se passe l'hémorragie, tout ça. Donc, ils remettent tout ça en place. Et là, bon, mon état était encore pas du tout stable. Hein. J'étais encore très très mal. Le réveil, donc j'ai dû être intubée, tout ça. Mon réveil, en fait, il se passe pas parce que je me réveille pas. Il n'arrive pas à me réveiller, il n'arrive pas à me stabiliser. Ça a été quelque chose d'assez difficile pour eux comme pour moi, hein, j'imagine. Donc du coup, enfin pour moi, en tout cas quand je l'ai su, parce qu'avant que je le sache, c'était plus facile à l'admettre en fait. Donc voilà. Donc mon réveil, j'arrive quand même à me réveiller au bout de, je ne sais pas combien de temps. Je ne saurais même pas dire au bout de combien de temps je me réveille. L'opération a lieu le samedi matin. Moi, j'ai des souvenirs. Samedi, j'ai aucun souvenir. Dimanche, très très peu. Je me souviens vraiment que du lundi. Je sais que j'étais en. Mince. Du coup, je sais que mon pronostic vital a été engagé pendant environ 2 jours. À peu près. Hein. C'est pas. Voilà. Du coup, j'ai très très peu de souvenirs. À mon réveil, on me raconte donc que je suis unique, comme tout le monde en fait. Chacun est unique à sa manière. Mais du coup, que là, c'est un peu plus extraordinaire parce que j'ai fait une grossesse extra-utérine abdominale, chose qu'on voit que très très rarement. Du coup, chez moi, en tout cas, ils ne connaissaient pas. Du coup, moi, j'habite en Gironde, à Blaye. Je ne sais pas si vous connaissez le département 33. Du coup, petit hôpital. Et je suis la première qui voyait avec une grossesse péritonéale. Donc, j'étais un petit peu chouchoutée. Super pour moi en tout cas, au début. Parce que après vient le moment où je suis confrontée à tout ce que ma famille me dit. Donc au fait qu'on me dise que j'ai failli mourir. Et évidemment, le fait de ne pas s'en rendre compte, c'est pire pour nous. Le fait que j'arrivais pas à me réveiller, qu'on n'arrivait pas à me stabiliser, que la grossesse était extraordinairement rare, que ça n'arrive que tellement peu qu'on n'a pas beaucoup de renseignements, en tout cas pas trop chez moi. Après, moi j'ai fait mes recherches sur internet, mais je vous avoue que je n'ai rien trouvé du tout, que ça m'a déprimée, que ça a été très 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 dur pour moi de ne pas trouver d'autres vidéos YouTube en fait qui parlent de femmes qui auraient une grossesse extra-utérine abdominale. Et du coup, c'est le but de cette vidéo parce que vraiment je me suis sentie démunie face à tout ça. Moi, mes chirurgiens avaient des réponses, hein, voilà, ils avaient des réponses, mais pas celles que je voulais. Je voulais comprendre, je voulais avoir des témoignages, je voulais plein de choses. Et là, du coup, j'ai pas eu ce que je voulais. Donc,
Donc du coup, à force de chercher, il y avait très peu d'informations sur les grossesses péritonéales, sur pourquoi, sur comment, sur combien de temps on met à se rétablir, sur tellement de choses que du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo et de raconter un peu mon histoire. Bref, c'était une petite parenthèse. Du coup, je reste hospitalisée pendant une semaine où les sages-femmes sont super gentilles avec moi, prennent bien soin de moi, voilà. Donc super. Donc je me réveille, j'ai une césarienne. J'ai pas de bébé, mais j'ai une césarienne. Je suis côté maternité, mais voilà. Donc j'entends des femmes accoucher, mais moi je suis là, donc seule, entre parenthèses toujours, parce que bon, j'ai ma famille, j'ai mon compagnon, voilà. Hein. Mais quand je dis seule, c'est sans enfant, sans bébé avec moi. Donc ouais, au bout de... Bon, après, c'était tout récent, la grossesse faisait 1 mois et demi, hein, elle était 1 mois et demi. Donc oui, ça a été assez bouleversant, le retour à la maison aussi. Du coup, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas me plier, enfin je ne peux toujours pas actuellement. Marcher oui, me plier non, après c'est normal. En fait, c'est pas qu'une simple césarienne parce qu'en fait, les intestins ont aussi dû être un peu, comment dire, un peu embêtés du coup. Et comme c'est dans une région où ça n'est pas censé se mettre d'habitude, euh, du coup ça a été cotélisé, donc les douleurs sont pas les mêmes. J'avais tous les symptômes d'une grossesse, en plus une grossesse cool. Franchement, j'étais vraiment contente de cette grossesse assez cool. Bref, voilà. Et donc, voilà, ça s'est arrêté le 26, 26 novembre, j'ai fait mon hémorragie, le 27 novembre, tout s'est arrêté, ils ont tout retiré. Donc aujourd'hui, j'ai refait beaucoup d'examens, donc évidemment mon taux HCG a beaucoup diminué et redescendu à 0, donc ça y est. Ouais, donc on me dit qu'il faut attendre au moins 6 mois avant de pouvoir retenter une quelconque expérience pour un bébé. Donc bon, voilà, que ça va être extrêmement surveillé, que à partir du moment où on va vouloir retenter, le moindre test positif devra suivre des échographies, parce qu'en fait, quand j'étais enceinte, donc je crois que j'ai oublié de dire tout à l'heure, quand je parlais du lumbago, en fait c'était pas un lumbago. En fait le 24 novembre, quand je pensais avoir un lumbago, ils pensent que, alors ce n'est pas à 100% sûr, on ne peut pas en être certain, mais ils pensent que le 24 novembre, jour où on pensait que j'avais un lumbago, en fait le fœtus aurait migré d'un endroit, on ne sait pas où, jusqu'à l'abdomen. Donc en fait c'est à ce moment-là qu'il serait sorti de la cavité où il était pour aller se loger dans mon abdomen. Donc après voilà, ils pensent ça, mais encore une fois ils ne peuvent pas en être sûrs à 100% parce qu'on ne peut pas démontrer, on ne sait pas depuis combien de temps est-ce qu'il était là, on peut pas savoir en fait. Donc je suis allée à mon rendez-vous le 27 décembre 2021, donc du coup il y a 2 jours. Du coup, j'ai vu mon chirurgien gynécologue qui m'a donc, je sors mes petites feuilles, donné un... En fait, je ne savais pas qu'ils ont envoyé le fœtus, voilà, pour, pour être analysé. Donc, du coup, parce qu'en fait, ils ont trouvé quelque chose d'assez bizarre dans ce fœtus. Alors, je vais vous le lire parce que moi, je ne comprends pas tout le jargon médical. C'est pas mon domaine. Hein. Du coup, en clair, ils disent qu'ils ont trouvé des choses assez particulières dans ce fœtus qu'il n'était déjà pas viable, en fait. Ça, alors, il me parlait d'une grossesse molaire. Donc là, j'ai un peu regardé sur le sujet.
C'est pas évident, quoi. C'est dur d'en parler encore. Je vous invite à aller regarder, hein, si vous voulez, les grossesses molaires. C'est une grossesse sans rien, en fait, dedans. C'est une grossesse, oui, mais il n'y a pas de fœtus, il ne pourra pas être viable, il ne pourra pas aller jusqu'à maturité. Et donc là, en fait, on n'a pas encore tous les résultats d'examen. On n'en a que la moitié, où il décèle quelque chose qui ne va pas déjà dans le fœtus. Donc après, voilà. J'ai rendez-vous le 10 janvier 2022 du coup pour avoir la suite de mes résultats. Parce qu'en fait, ils ont confié mon dossier à un docteur pour éliminer ou pas une mole hydatiforme. Donc en fait, une mole hydatiforme, c'est compliqué à expliquer, hein. C'est comme comment dire, donc une mole hydatiforme, c'est un ovule normal qui est fécondé par 2 spermatozoïdes, et en fait parfois il arrive qu'il y a un problème là-dedans et que ça ne se développe pas correctement et qui n'est du coup pas viable, que tous les éléments pour faire un bébé n'y sont pas, et que du coup ça n'arrivera jamais à terme, donc il faille la retirer. Donc du coup, parfois en fait une mole hydatiforme peut être, alors ils appellent ça partielle ou complète, je crois, et du coup ça peut être comme une tumeur cancéreuse ou pas. Donc après, je ne vais pas me lancer là-dessus. Je vous invite à regarder si jamais ça vous intéresse, si ça vous concerne. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je donnerai des suites de tout ça à la suite de mon rendez-vous. J'espère que j'aurai pas de trop mauvaises nouvelles. Parce que je ne sais pas si ça peut être un problème génétique aussi. Donc en fait, moi ou mon compagnon, si on a un souci génétique, on ne le sait pas. Ou alors, est-ce que c'était juste une erreur lors de l'ovulation qui s'est produite? On ne sait pas en fait. Pour l'instant, c'est assez vaste. On attend vraiment les deuxièmes résultats, enfin la fin en tout cas de l'analyse du fœtus pour savoir exactement ce qui s'est passé. Voilà, donc après, moi, retour à la maison. Après tout ça, honnêtement, je sais pas si pour les femmes qui ont accouché, hein, simplement une grossesse normale, ou pas, hein, une grossesse simplement, si après une césarienne vous aviez la peau du bas-ventre vraiment extrêmement sensible, parce qu'en fait moi c'est vraiment extrêmement sensible. J'ai vraiment le bas du ventre très très sensible, et ça me c'est vraiment pas super quoi, ça me fait peur, et à la fois c'est très gênant quoi. La peau du ventre tellement sensible que ça en fait presque mal en fait. Donc après ouais, je passe un scanner aussi le 10 janvier, le même jour que mon rendez-vous avec mon chirurgien, pour en savoir plus s'il y a quelque chose d'anormal ou s'il faut voir des spécialistes plus ou pas. Parce que bon, donc voilà. Donc je vous invite à commenter, à donner votre avis, à partager surtout, parce que j'espère que... Je sais que malgré tout, même si mon cas est très rare, je ne suis pas la seule sur la Terre à avoir eu une grossesse péritonéale, donc abdominale. Voilà, donc si je peux aider d'autres femmes comme moi qui ont eu cette grossesse si particulière, ben, j'en suis très heureuse. Parce que je vous avoue que moi, je me suis sentie très démunie face au fait que je n'en trouve pas. Il y avait plein de grossesses extra-utérines sur Internet, mais pas la grossesse extra-utérine abdominale. Donc, j'espère que ça pourrait aider d'autres femmes qui, dans mon cas, cherchent aussi des manières de comprendre tout ça et de pouvoir partager. Voilà, donc je vous remercie. Je vous souhaite du coup de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Surtout, restez en forme, ayez confiance en vous, et ne vous faites pas trop de soucis quand vous êtes enceinte.
Ça ne veut pas dire que ça va vous arriver forcément. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.